Chers maîtres, chers collègues, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter la lecture de l'antibiogramme et en particulier la lecture interprétative de l'antibiogramme. L'antibiogramme, c'est un outil très important parce qu'il guide le clinicien pour choisir les antibiotiques les mieux indiqués afin de prendre en charge ses patients. On le sait tous actuellement, la résistance contre les antimicrobiens constitue un danger, l'une des plus grandes, des 10 plus grandes menaces selon l'Organisation mondiale de la santé. Et cette résistance aux antimicrobiens est liée notamment au fait que à l'utilisation abusive des antibiotiques. Donc, interprétation correcte d'un antibiogramme permettra un usage rationnel des antibiotiques. Alors, avant de démarrer, je voudrais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt en relation avec cette présentation. Alors, nous allons parler un peu de comment on fait un antibiogramme et après, j'ai pris, parce que c'est très vaste, j'ai pris essentiellement deux familles de germes les plus courants, à savoir les staphylocoques et les entérobactéries. Alors, l'antibiogramme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une aide à la prise en charge des infections bactériennes et ça permet un bon usage des antibiotiques. Les règles d'interprétation sont évolutives, comme nous allons le voir. Et ces règles sont basées sur les recommandations des sociétés savantes. Et il y a des notions importantes, des notions pertinentes que les prescripteurs doivent savoir afin de mieux interpréter les résultats qui sont fournis par les laboratoires de biologie. Par définition, l'antibiogramme, c'est un outil qui permet de mesurer in vitro la sensibilité des bactéries à des antibiotiques. Et alors, ça détermine la sensibilité ou la résistance aux antibiotiques d'une bactérie isolée dans un prélèvement et supposée être à l'origine d'un processus infectieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas tout le temps qu'on fait un antibiogramme. Ce n'est pas parce qu'on isole un germe au laboratoire que forcément on fait un antibiogramme. La première question que le biologiste se pose, est-ce que le germe que j'ai isolé peut être en rapport avec, peut être à l'origine de l'infection chez le patient? Est-ce que c'est une colonisation, une contamination, une souillure ou c'est réellement une infection? Et bien sûr, afin de mieux interpréter cela et de prendre la décision, la lourde décision de faire ou pas un antibiogramme, parce qu'une fois qu'on fournit au clinicien un antibiogramme, dans la grande majorité des cas, il va quand même traiter le patient. C'est la responsabilité du biologiste de déterminer que voilà, je vais faire un antibiogramme ou pas. Et pour cela, il doit être guidé notamment par des bons renseignements cliniques. Alors, il y a des notions importantes à savoir pour interpréter un antibiogramme. C'est ce qu'on appelle la CMI et la CMB. Alors, la CMI, c'est la concentration minimale d'antibiotiques qui est capable d'inhiber la croissance visible du germe en 24 heures. Quand on fait un antibiogramme, c'est cette CMI qu'on mesure et qui est prédictif de l'efficacité de l'antibiotique. Et il y a également la concentration minimale bactéricide qui permet de détruire 99,99% des bactéries présentes au départ. Souvent, dans certaines situations, on fait le rapport CMI sur CMB. Alors, quand vous avez un résultat d'antibiogramme, il y a des catégories sensibles, intermédiaires et résistants qu'on vous met devant les antibiotiques. Il faut savoir que depuis 2019, la catégorie intermédiaire a été changée. On ne parle plus d'intermédiaire. Il catégorise la sensibilité des germes aux antibiotiques en 3 catégories. Il y a la catégorie sensible à la posologie standard ou sensible tout simplement. Alors, la probabilité de succès thérapeutique est élevée dans le cadre d'un traitement basé avec cet antibiotique. Il y a la catégorie intermédiaire qui a été changée par la catégorie sensible à forte posologie. Ça veut dire que l'antibiotique peut marcher, mais il faut aller au-delà de la posologie habituelle. Et cette notion, dans la version anglaise, elle parle de sensibilité
à forte exposition. Alors, les Français disent que ça peut un peu créer à confusion. Ils ont changé le terme de sensible à forte exposition par sensible à forte posologie. Un exemple, c'est que l'amoxicilline acylclavulanique diffuse très bien dans les voies urinaires. Donc, en cas d'infection urinaire, lorsqu'un germe est catégorisé, par exemple, intermédiaire à l'amoxicilline acylclavulanique, on peut l'utiliser, même s'il est intermédiaire, parce qu'on sait que ça a une très bonne diffusion par les voies urinaires. Alors, la souche peut être, la souche résistante, là, il n'y a pas d'évolution. Il y a un abus de langage souvent qu'on fait. On dit tel antibiotique est sensible ou bien tel antibiotique est résistant. Ce ne sont pas les antibiotiques qui sont sensibles ou résistants. C'est plutôt les germes qui sont sensibles ou résistants aux antibiotiques. Mais dans le langage courant, souvent, les gens disent tel antibiotique est résistant à tel germe ou tel autre. C'est plutôt les germes qui développent des mécanismes de résistance aux antibiotiques, aux antimicrobiens. Alors, comment on fait un antibiogramme au laboratoire? Il y a plusieurs techniques. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, on peut les catégoriser. Il y a 3 groupes de techniques. Il y a les techniques de dilution en milieu liquide, où on va prendre des concentrations croissantes en antibiotiques, de liquide, et on va les inoculer avec le germe. Et on regarde la concentration la plus faible où on n'a pas de croissance bactérienne. Donc, ce qui détermine la CMI, la concentration minimale inhibitrice. Alors, ça peut se faire en macro-dilution, donc dans des tubes, ou bien en micro-dilution sur des plaques. Mais ce sont des techniques qui sont un peu complexes, qui sont très lourdes et qui ne sont pas faites dans la pratique quotidienne. Couramment, ce qu'on utilise, c'est surtout la méthode des disques. Ce sont des disques, c'est du papier, ce n'est rien d'autre que des papiers buvables qui sont imprégnés d'antibiotiques, certaines concentrations en antibiotiques. Alors, on ensémence le germe et on dispose ces disques d'antibiotiques. Et l'antibiotique va diffuser en profondeur et également à la surface. Et si le germe est sensible à l'antibiotique, bien sûr, il y aura une zone d'inhibition autour du disque d'antibiotique. Et c'est cette zone qu'on mesure. Donc, on parle de diamètre d'inhibition. Cette zone qu'on mesure et en fonction du référentiel, on sait qu'à partir de tel millimètre, c'est sensible à forte posologie ou c'est résistant. Et ces disques, ils ne sont pas disposés au hasard, ils doivent être disposés selon des règles bien établies. On peut également utiliser des bandelettes qu'on appelle des e-tests. Ce sont des bandelettes également qui sont imprégnées d'antibiotiques, mais qui sont imprégnées par des concentrations croissantes en antibiotiques. Ça veut dire qu'ici, il y a plus d'antibiotiques par rapport à là. Et là, on va mesurer le point de rencontre entre la bandelette et les souches bactériennes pour déterminer la CMI. Ça a une meilleure sensibilité, ça donne des meilleurs résultats par rapport à la méthode des disques, mais c'est beaucoup plus cher. Globalement, les disques, quand on les prend individuellement, ça peut coûter peut-être 100 francs ou 200 francs au gramme maximum. Alors que pour les bandelettes, une seule bandelette peut aller au-delà des 10 000. C'est pour ça que pour des raisons économiques, on fait plutôt la méthode des disques. Alors, il y a des techniques automatisées qui sont également disponibles, qui permettent de fournir les résultats et qui ont des logiciels également qui peuvent aider à l'interprétation. Ils ont ce qu'on appelle des systèmes experts qui se basent sur les recommandations pour faire les interprétations. Alors justement, ces recommandations, ce qu'on appelle des référentiels. Parce que pour dire que tel germe est sensible ou est résistant à un antibiotique, on se sert de référentiels. Il y a 2 référentiels essentiellement. Il y a le référentiel européen qu'on appelle l'EUCAST, pour l'European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing. Donc, et il y a le comité français qui le traduit. C'est un référentiel qui sort chaque année, où souvent il y a des modifications. La dernière version, elle vient de sortir, elle est de juin. Elle est sortie le 10 juin 2024. Donc c'est tout récent. La microbiologie est très évolutive. Donc c'est ces documents que les microbiologistes consultent régulièrement pour interpréter les antibiogrammes. Et souvent, il y a des changements. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque version, quand on ouvre,
il souligne en jaune les modifications apportées par rapport à la version précédente. Donc ça permet pour quelqu'un qui est déjà habitué au document, dès qu'il ouvre, il vérifie les changements qui ont été apportés pour pouvoir adopter ces résultats et ces techniques. Il y a la version américaine, appelle CLSI, qui est américain et qui sort également chaque année. Et la dernière version est sortie en février, c'est la 32e édition. Alors, pour la version française, elle est disponible gratuitement sur Internet, on peut le télécharger gratuitement. Mais la version américaine, elle est payante. Alors, on va voir dans le détail comment on interprète de façon pratique un antibiogramme. La première chose, bon, il y a beaucoup de germes, on ne va pas voir de façon détaillée tous les germes. J'ai pris les germes, les catégories des germes les plus courants, notamment le staphylocoque et les entérobactéries. Alors, il y a un préalable, un antibiogramme, c'est fait sur une souche bactérienne identifiée et purifiée. Donc, il faut qu'on identifie d'abord le germe et c'est en fonction du germe qu'on fait l'antibiogramme. Alors, pour les staphylocoques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des résistances naturelles. Naturellement, les germes sont résistants à des groupes d'antibiotiques. Alors, par exemple, pour le staph, on a ces antibiotiques qui sont naturellement, qui ne sont pas sensibles. Donc, le staph est naturellement résistant à ces antibiotiques, notamment l'azithromycine, la thémoxyline, l'acide nalidixique. En plus, le staphylocoque saprophyticus, il est résistant à la novobucine, à la phosphomycine, à l'acide fusidique. Cette notion de résistance naturelle, elle est très importante. Quand on regarde un antibiogramme, c'est la première des choses qu'on cherche. Est-ce que le germe qui a été identifié, ça a des résistances naturelles? Oui. Est-ce que ces résistances naturelles ont été mises dans l'antibiogramme? Si c'est mis sensible, là, il n'y a pas de cohérence. Il faut voir, est-ce qu'il y a une cohérence entre l'espèce qui a été identifiée et les résistances naturelles de cette espèce. Si j'ai un résultat d'antibiogramme des staphylocoques saprophyticus et j'ai la novobucine qui est sensible, là je sais qu'il y a un problème au niveau de l'identification ou au niveau des disques. Alors, la résistance naturelle, ça nous aide également à identifier les germes. Par exemple, le staphylocoque saprophyticus, on se sert du disque de novobucine parce que c'est le seul staphylocoque coagulase négatif qui est résistant à la novobucine. Donc, c'est comme ça qu'on l'identifie au laboratoire. Et on peut également se servir de ces résistances naturelles pour s'assurer que le germe qu'on a identifié, qu'on est sur la bonne voie. Je donne un exemple. J'ai fait mes tests, c'est du staphylocoque que j'ai identifié, mais je vais quand même mettre un disque d'azithromycine ou un disque de colistine dans mon antibiogramme. Et là, si ça vient résistant, ça me conforte dans mon hypothèse que c'est un staphylocoque. Mais si ça est sensible, là, probablement, je me suis trompé sur l'identification de mon germe. Alors, l'autre chose à savoir, c'est que les antibiotiques, on ne peut pas tout tester. Alors, les référentiels donnent des listes d'antibiotiques à tester. Parce que souvent aussi, c'est des questions que les cliniciens nous posent. Pourquoi vous n'avez pas testé tel antibiotique? Pourquoi vous n'avez pas testé tel autre? On ne choisit pas les antibiotiques au laboratoire. On les choisit selon les recommandations. Donc, par exemple, selon le CAST 2024, voici pour les staphylocoques les antibiotiques qu'il faut tester. Vous avez vu, il y a deux catégories. Il y a la liste standard et la liste complémentaire. Donc, de façon standard, on teste ces antibiotiques de la liste standard. Et la liste complémentaire, là, c'est lorsque il y a des situations cliniques qui nous font penser que le patient a probablement va développer des résistances. Vous voyez, ça aussi, ça dit l'intérêt de fournir des renseignements cliniques. Et que ces antibiotiques, peut-être qu'ils ne vont pas marcher. Ou bien si le clinicien vous dit que bon, il a déjà mis le malade sur un de ces antibiotiques de la liste complémentaire, on peut éventuellement les choisir pour voir s'il est sur la bonne voie. Mais de façon pratique, on ne teste pas tous ces antibiotiques aussi de la liste standard. Parce qu'il y en a qui ne sont pas disponibles sur le marché nigérien. Ça ne sert pas à grand-chose de les tester alors qu'on sait qu'ils ne sont pas disponibles sur place. Donc on tient compte également de cet aspect. Alors, pour le staph, la première chose à regarder dans l'antibiogramme, après avoir vérifié
les résistances naturelles et tout, c'est la pénicilline G. Alors, si on a un Staphylococcus aureus qui est sensible à la pénicilline G, l'interprétation, c'est que ce staph, il est sensible à l'ensemble des bêta-lactamines. À l'ensemble des bêta-lactamines. Alors, malheureusement, ce type de staph devient de plus en plus rare du fait justement de la résistance aux antimicrobiens. Actuellement, selon les études, 80 à 90% des Staphylococcus aureus isolés dans les laboratoires sont résistants à la pénicilline. Sinon, si on a la chance de trouver un staphylocoque qui est sensible à la pénicilline, automatiquement sur l'antibiogramme, on n'a pas besoin de tester les autres disques, on les met sensibles. Donc, on va mettre sensible à l'amoxicilline, sensible à l'ampicilline, sensible à la cloxacilline, au ceftriaxone, à l'imipenem. Donc, tout ce qui est bêta-lactamine, on peut les mettre sensibles. Donc, même si le laboratoire vous dit juste pénicilline sensible ou bien amoxicilline sensible pour un staphylocoque aureus et qu'il ne vous donne pas la suite, vous pouvez déduire que c'est sensible et traiter votre patient avec un antibiotique de la famille des bêta-lactamines. Cependant, pour les biologistes, il faut noter que sur l'antibiogramme, il ne suffit pas juste de mesurer le diamètre de sensibilité de la pénicilline pour dire que c'est sensible. Il y a deux conditions. Il faut que ça soit un diamètre supérieur à 26 mm, mais il faut également que les contours soient flous. Lorsque les contours sont nets, on doit sortir résistant, même si le diamètre est supérieur à 26 mm. Avant, il y avait une troisième condition qui était la production de céphinase, mais elle a été supprimée après. Alors, lorsqu'on a un staphylocoque qui est résistant à la pénicilline G, sur un antibiogramme, en plus de la pénicilline G, il faut considérer que ce staphylocoque il est également résistant à la pénicilline V, aux aminopénicillines, ça veut dire l'amoxicilline, l'ampicilline, aux carboxypénicillines, ça veut dire la ticaxilline, et aux uréidopénicillines, ça veut dire la piperacilline. Mais cette souche, elle est sensible lorsqu'on ajoute un inhibiteur de bêta-lactamase à la pénicilline G. Donc, elle sera sensible à l'amoxicilline acide clavulanique ou à la piperacilline tazobactam. Après la pénicilline G, on a la céfoxytine. Alors, ici, on nous a donné le choix. On peut utiliser la céfoxytine ou la méticilline ou l'oxacilline, la péni-M. Lorsque le staphylocoque aureus est sensible à la pénicilline, à la céfoxytine, ça veut dire qu'il est sensible à l'oxacilline, la cloxacilline, à l'amoxicilline, acide clavulanique, au céphalosporine et au carbapenem. Ça, globalement, actuellement, ça concerne 80% à peu près des staphylocoques aureus qui sont isolés. Donc, le staphylocoque aureus sensible à la céfoxytine. La céfoxytine est la plus utilisée, donc ce qu'on appelle les tests de dépistage. Donc, dès qu'on a céfoxytine sensible, ça veut dire que c'est acide amoxicilline, acide clavulanique sensible, oxacilline sensible, cloxacilline sensible, sensible aux céphalosporines, bien que les céphalosporines, on recommande de ne pas les utiliser dans le traitement des staphylocoques. Alors, si la souche est résistante à la céfoxytine, c'est là qu'on a ce qu'on appelle les SAG, les staphylocoques aureus résistants à la méticilline, qui représente, selon les études, entre 15 à 20% des staphylocoques qui sont isolés. Et lorsqu'on dit qu'un staphylocoque aureus est résistant à la méticilline, ça veut dire que c'est un staphylocoque aureus qui est résistant à l'ensemble des bêta-lactamines, y compris les carbapenem. Il sera sensible uniquement aux céphalosporines de 5e génération, à savoir la ceftaroline ou le ceftobipol. En dehors de ces antibiotiques, les résistants à l'ensemble des bêta-lactamines. Alors, pour ce qui est des fluoroquinolones, on se sert du disque de norfloxacine pour interpréter l'antibiogramme du staphylocoque aureus. Ainsi, lorsque la norfloxacine est sensible, on va considérer que la moxifloxacine est sensible, que la délafloxacine est sensible, mais pour la ciprofloxacine, on dit de mettre sensible à forte posologie. Par contre, lorsque la norfloxacine, lorsque le staphylocoque aureus est résistant à la norfloxacine, les autres fluoroquinolones, on ne les met pas résistants systématiquement, mais plutôt il faut mesurer le diamètre N à 1, mais tout en précisant dans le compte rendu qu'il y a un risque d'échec thérapeutique important, parce qu'il va avoir une sélection
des souches mutantes. Donc, sur un antibiogramme, si on met la norfloxacine résistante et qu'on met par exemple la ciprofloxacine sensible, ou la lévofloxacine sensible, il est préférable de ne pas utiliser ces antibiotiques. Ou même si on les utilise, de les utiliser en association. Pour les aminosides, la première chose à dire, ce sont des bactériostatiques. C'est-à-dire qu'ils n'éliminent pas les bactéries, ils stoppent la croissance des bactéries. Donc, les aminosides, on ne doit pas les utiliser en monothérapie. Il faut toujours les utiliser en bithérapie. Pour interpréter un antibiogramme des aminosides pour le Staphylococcus aureus, se sert de la kanamycine. Lorsqu'on a la kanamycine sensible, automatiquement, on sort la throbamycine sensible et la gentamicine sensible. Alors, si par exemple, par contre, la souche est résistante à la gentamicine, automatiquement, cette souche est résistante également à la throbamycine et à la kanamycine. On ne peut pas avoir une souche de Staphylococcus aureus qui est résistante à la gentamicine et qui est sensible à l'amicacine. C'est ce qu'on appelle un phénotype impossible. Alors, pour les macrolides, toujours pour le Staphylococcus aureus, on se sert du disque de l'érythromycine. Une fois que l'érythromycine est sensible, on considère que la souche est également sensible à l'azithromycine, à la clarithromycine et à la roxythromycine. Par contre, si on a une souche qui est résistante à l'érythromycine, pour les autres macrolides, on doit les tester individuellement. Alors, pour les macrolides, il y a une particularité avec la clindamycine. Elle peut paraître sensible sur un antibiogramme, mais en fait, elle a une résistance, la souche est résistante, mais elle a caché le gène de résistance. Et pour découvrir, pour lui faire ressortir ces germes de résistance, on fait un test au laboratoire qu'on appelle le D-test, ou test de double diffusion. On dépose à côté du disque de clindamycine un disque d'érythromycine, et vous voyez, ça forme un D. C'est ce qu'on appelle le test de double diffusion. Et quand on a ce test de double diffusion, bien que le diamètre correspond, on doit sortir le résultat comme étant une souche qui est résistante à la clindamycine. On va passer aux entérobactéries. Alors, les entérobactéries sont des germes également qui sont très fréquents. C'est les germes les plus isolés dans les laboratoires. C'est Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, les citrobactères, entérobactères, les salmonelles, les shigelles. C'est une famille qui a de nombreuses espèces. Et ces entérobactéries sont naturellement résistantes à la pénicilline G, à l'oxacilline, aux macrolides. Alors, aux macrolides, mais il y a quand même une exception pour les salmonelles. Les salmonelles sont sensibles à l'azithromycine. C'est une particularité. Alors, il y a des résistances également qui peuvent être spécifiques selon les espèces. Par exemple, les Klebsielles sont naturellement résistants aux aminopénicillines. Donc, si on a un antibiogramme où le germe isolé est Klebsiella pneumoniae et qu'on vous met en pénicilline sensible, il y a un problème. Ça veut dire que le germe n'a pas été correctement identifié. Ou si c'est un entérobactère cloaqué, on vous dit que c'est sensible à la cefoxytine. Là également, c'est un phénotype impossible. La liste que le CAST recommande de tester pour les entérobactéries, donc on a la liste standard qui est là et la liste complémentaire qui est là. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne teste pas tous les antibiotiques de la liste en fonction de la disponibilité déjà de ces disques sur le marché et en fonction également de la disponibilité des molécules en question sur le marché, on fait le choix des antibiotiques à tester. Alors, pour les bêta-lactamines, Escherichia coli et salmonelle, ils sont sensibles à l'ensemble des bêta-lactamines. En dehors, bien sûr, on avait vu dans les résistances naturelles la pénigée de l'oxacilline, etc. En dehors de cela, les souches sauvages sont sensibles à l'ampicilline, à l'amoxicilline. Bien qu'actuellement, ils ont développé des résistances acquises. Pratiquement 90% ou plus
d'Escherichia coli sont sensibles à l'ampicilline, à l'amoxicilline. En telle enseigne que beaucoup ont fait le choix de ne plus tester ces disques. Parce que les taux de résistance sont quand même assez élevés. Alors les entérobactéries, justement, ils peuvent produire une pénicillinase à bas niveau et ça va les rendre résistantes à l'amoxicilline, à l'ampicilline, également à la ticaxilline et à la piperacilline. Mais le fait d'ajouter une bêta-lactamase va bloquer, un inhibiteur plutôt de bêta-lactamase va inhiber cette pénicillinase. Ça peut être de l'acide clavulanique, du tazobactam ou du sulbactam. Par contre, pour les céphalosporinases de haut niveau, ces souches vont être également résistants aux pénicillines plus inhibiteurs. Donc, ils vont être résistants à l'amoxicilline plus acide clavulanique, mais également au CDG ou au C1G. Alors, il y a les céphalosporinases également. Pour les céphalosporinases, certaines bactéries les produisent de façon naturelle, comme les entérobactères ou les citrobactères. Pour les autres, ça peut être une résistance acquise et ça va les rendre résistants au C3G, au CDG, au C1G. Il n'y a que les céphalosporines de 4e génération, telles que la cefepime ou les carbapénèmes, qui peuvent être actifs. Et on recommande justement pour ces germes d'utiliser des céphalosporines de 4e génération. Par exemple, pour une entérobactère cloacae, ou même souvent pour ceux qui produisent des pénicillinases à haut niveau, on recommande d'utiliser des C4G parce que ça peut être des céphalosporinases mais qui sont déréprimées, donc qui n'apparaissent pas de façon spontanée sur l'antibiogramme. Les fameuses BLSE sont des bêta-lactamases à spectre étendu ou à spectre élargi qui vont hydrolyser l'ensemble des bêta-lactamines, excepté la céfoxytine, les carbapénèmes et les céphalosporines de 5e génération. Également, souvent, c'est une question qui revient. On identifie une souche bêta-lactamase à spectre élargi, qu'on le précise sur un antibiogramme. Qu'est-ce que ça veut dire bêta-lactamase à spectre élargi? Lorsqu'une entérobactérie est productrice de bêta-lactamase à spectre élargi, ça veut dire qu'elle est résistante aux aminopénicillines, aux céphalosporines de 1e génération, de 2e génération, de 3e génération, excepté la céfoxytine, et les carbapénèmes restent sensibles. Alors, souvent, dans les BLSE, ils peuvent quand même marcher. On a des diamètres qui sont sensibles, qui peuvent être sensibles à forte posologie. Donc, on peut recommander de les utiliser dans les infections urinaires. Alors, on peut avoir des souches qui sont carbapénémases, donc qui sont résistantes au carbapénème, et là, c'est le vrai danger, parce que c'est des souches qui sont résistantes à l'ensemble des bêta-lactamines. Et souvent, les bactéries multirésistantes, en fait, ils ont ce qu'on appelle des résistances croisées. La plupart, ils vont développer des résistances dans la famille des bêta-lactamines, mais également dans d'autres familles, notamment dans les fluoroquinolones ou les aminosides. Donc, ce qu'on appelle les résistances croisées. Et souvent, on est confronté à cela, un antibiogramme où on n'a que des R. Et on est même gêné de donner le résultat aux cliniciens, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en faire malheureusement. Alors, pour les biologistes, voici comment c'est ce qu'on appelle le test de synergie, comment on identifie les souches qui produisent cette enzyme, cette bêta-lactamase. On dispose, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que les disques d'antibiotiques ne sont pas disposés au hasard. Donc, pour rechercher une bêta-lactamase, on dispose un disque d'amoxicilline avec inhibiteur au milieu et on l'entoure avec des céphalosporines de 3e génération. Et avec les céphalosporines de 3e génération, ça donne cet aspect classique qu'on appelle l'aspect en bouchon de champagne. Pour s'assurer également que la souche est productrice de carbapénémase, on ne se contente pas uniquement du disque d'antibiotiques. On fait d'autres tests supplémentaires, notamment un test qu'on appelle Hodge test, et ça donne un aspect en trèfle. Donc ça veut dire qu'ici, parmi ces 3 souches, il y a celle-là qui est productrice de carbapénémase. Donc chez qui l'imipénème, méropénème, hectapénème ne vont pas marcher. Donc, concernant le fluoroquinolone, on est toujours chez les entérobactéries.
à l'exception des salmonelles, toutes les souches de fluoroquinolone qui sont résistantes à la ciprofloxacine vont également être rendues résistantes aux autres fluoroquinolones. Donc, ça veut dire que sur un antibiogramme, par exemple, d'une Escherichia coli, on ne peut pas avoir ciprofloxacine R et avoir norfloxacine S. Ça, c'est dans la version 2023 de l'ECAST que ça a été notifié. Maintenant, si la souche est non résistante à la ciprofloxacine, les autres fluoroquinolones vont être déterminés individuellement. Pour le cas particulier des salmonelles, si la ciprofloxacine est catégorisée résistante, les autres fluoroquinolones doivent être également évalués séparément, mais il n'est pas recommandé de les utiliser. Ça veut dire concrètement, sur un antibiogramme de salmonella, lorsqu'on a ciprofloxacine résistante et qu'on a des autres fluoroquinolones qui sont sensibles, il n'est pas recommandé de les utiliser. Ça fait partie des points de l'ECAST 2019. Pour les aminosides également, je vous ai dit tout à l'heure, les aminosides, il n'est pas conseillé de façon générale de les utiliser en monothérapie. Donc pour les salmonelles, on dit même d'interpréter résistant tout résultat sensible aux aminosides testés. Donc les aminosides, on doit les catégoriser comme résistants de façon systématique pour les salmonelles. Et en cas d'infection systémique, je l'ai dit tout à l'heure, il faudra faire une association pour les autres entérobactéries. Donc, pour ne pas trop vous noyer dans un flot d'informations, je me suis arrêté aux entérobactéries, au staphylocoque. Je n'ai pas évoqué les autres germes, notamment les pseudomonas, les streptocoques, etc. Mais si vous voulez, on peut les évoquer dans la discussion. Et j'ai fait des petits exercices, des petits antibiogrammes pour un peu susciter la discussion et les échanges avec la salle. Voici un premier antibiogramme. Prendre quelques secondes et demander qu'est-ce que ça vous suscite comme commentaire. Le germe isolé, c'est Staphylococcus aureus. Effectivement, on a dit que si la souche est sensible à la céfoxytine, elle est sensible également à l'amoxyacylclavulanique, à l'imipenem, à l'oxacilline. Donc il y a un premier souci ici avec cet antibiogramme. Effectivement, l'azétronam, les staphylocoques aureus sont naturellement résistants à l'azétronam. Donc voici les soucis qu'on a. Donc ici, ça doit être R et ici, ça doit être S. Voilà. Alors, deuxième antibiogramme. Alors là, on est devant ce qu'on appelle un phénotype impossible. Parce que si on a la pénicilline G qui est S, obligatoirement la céfoxytine doit être S, l'oxacilline également doit être S. Et l'autre souci qu'on a, c'est la thémocilline, où le staph il est naturellement résistant à la thémocilline. J'ai mal, en fait, c'est thémocilline que je devais encadrer. Oui. Alors, ici, on a une souche d'Escherichia coli. Alors là, le souci qu'on a, c'est au niveau de l'érythromycine. L'Escherichia coli est naturellement résistant au macrolides. Et cette souche, c'est une souche qui est productrice de bêta-lactamase à spectre étendu. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est la sensibilité à forte posologie à l'amoxicilline acylclavulanique. Mais la céfoxytine qui est la souche qui est sensible à la céfoxytine alors qu'elle est résistante à la ceftriaxone et à la céfoxtazine. Ça peut paraître paradoxal, mais pour les souches BLSE, productrices de BLSE, c'est comme ça que ça apparaît. Donc voilà, c'est la souche BLSE
Donc, les BSE, ils sont quand même sensibles au carbapénème. Et souvent, ils ont une résistance croisée. Donc, souvent, dans la très grande majorité des cas, quand on a des souches qui sont BLSE ou qui sont carbapénémases, les autres familles d'antibiotiques, il est fort probable également qu'on ait des résistances à leur niveau. On va revenir. Alors, donc, pour l'érythromycine, on a dit que c'est une résistance naturelle. Alors, on n'a pas parlé du Pseudomonas, mais je vous mets cet antibiogramme quand même. C'est un germe gentil, il est sensible à tout. Justement, le Pseudomonas, naturellement, il n'est pas gentil. Naturellement, il est très méchant. En fait, le pseudo... Voilà. Il est ici le germe qui est anti-pseudomonas par excellence, l'antibiotique, pardon, Oui. c'est la ceftazidime. Exactement. Dans les recommandations, On recommande toujours de les préserver en cas d'un examen bien défini avec comme germe de pseudomonas isolé. Tout à fait. C'est là les Américains même le considèrent comme 4e Génération, effectivement. De De 3e génération, effectivement. Donc, tous ces germes qu'on a cités, en fait, le Pseudomonas est résistant naturellement à tous ces germes. Il y a une résistance naturelle à tous ces germes. Et donc, mais par contre, la ceftazidime marche très bien sur le Pseudomonas. Bien que, bon, là aussi, il y a des souches qui deviennent de plus en plus résistantes du fait justement de l'utilisation non contrôlée des antibiotiques. Donc il y a une résistance naturelle de Pseudomonas aeruginosa à l'amoxicilline, à l'ampicilline, à l'amoxicilline acylclavulanique, à l'hectapénème, au chloramphénicol. Cette résistance, elle est partagée non seulement par le Pseudomonas, mais également par Acinetobacter baumannii. Alors, je voudrais finir par vous lister quelques sources d'erreurs qu'on peut avoir en antibiogramme. C'est un examen et il faut toujours avoir l'œil critique. Le labo vous fournit un résultat, il faut toujours le confronter à votre clinique. Le labo peut se tromper et c'est là pour plusieurs raisons. La première raison que je n'ai pas listée, c'est d'abord sur l'identification. Un antibiogramme, c'est fait sur un germe bien identifié. Si on a des soucis dans l'identification, qu'on n'a pas correctement identifié le genre et l'espèce, on va obligatoirement se tromper au niveau de l'antibiogramme. Et en prélevant également les souches, il ne faut pas trop prélever, il ne faut pas peu prélever également. Il faut que ça soit standardisé. Si on prélève une grande quantité de bactéries pour faire l'antibiogramme, ça va donner des fausses résistances. C'est pour cela qu'on mesure en fait ce qu'on appelle un McFarlane. Quand on prend les souches, on mesure d'abord pour avoir un inoculum qui est bien standardisé. Et l'ensemencement également de la boîte doit se faire de façon correcte pour avoir des résultats de qualité. L'ensemencement ne doit pas être tardif. On prend les souches de bactéries, on les ensemence dans de l'eau stérile et après on dépose, on peut faire autre chose. Bien sûr, les bactéries vont se liser, ils vont être détruits. Donc là, il n'y aura plus de bactéries. Lorsqu'on ensemence, il n'y aura plus de croissance du tout. On peut également avoir une mauvaise qualité des disques. Parce que les disques d'antibiotiques, c'est du papier buvard en fait, imprégné d'antibiotiques. Ces papiers, lorsque c'est périmé, ça se décharge. Plus le temps passe, plus c'est mal conservé ou c'est conservé de l'humidité, la concentration en antibiotiques va diminuer. Donc, ce qui fait que le germe va être résistant. Donc, ce sera des fausses résistances. Et il y a des disques qu'il faut conserver à moins 20 degrés. Donc, si on les conserve dans le réfrigérateur à 4 degrés également, ça va se décharger. Donc, ça doit être conservé au niveau congelé. Et lorsqu'on les prend également, donc dès qu'on utilise les disques dont on a besoin, on le ramène. Mais si on finit qu'on laisse sur la paillasse jusqu'au soir ou le lendemain, ça peut se décharger. Lorsque le disque n'est pas très bien appliqué sur la gélose également, on peut avoir des risques d'erreur. On peut avoir également des risques d'erreur au niveau de la lecture du diamètre. Parce que bon, avec l'expérience et tout, certains ils regardent juste la boîte, le diamètre est grand, donc c'est sensible, il est petit, c'est résistant. Alors qu'il faut mesurer pour avoir un diamètre qui est bien précis.
Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait toujours. On peut également avoir bien sûr des risques au niveau de la transcription des résultats. Donc, je vous ai mis ces éléments, même que c'est de l'ordre de la biologie pure, mais pour que vraiment vous voyez les erreurs, les risques potentiels d'erreurs qui peuvent se produire lors de la réalisation d'un antibiogramme. Alors enfin, l'antibiogramme, c'est un outil qui est indispensable pour le bon usage des antibiotiques. Son interprétation requiert une bonne connaissance des antibiotiques, les classes d'antibiotiques, de leur mode d'action, et le dialogue entre les biologistes et les cliniciens est la seule garantie des résultats qui sont fiables. Alors, je voudrais terminer en vous mettant cette étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui a fait beaucoup de bruit dans la presse sur la résistance aux antimicrobiens en Afrique subsaharienne. C'est une méta-analyse qui a porté sur 122. Ils ont fait le résumé de 122 études réalisées en Afrique, dont notamment des études nigériennes, et on a trouvé des taux de résistance aux céphalosporines qui peuvent aller jusqu'à 85%. C'est pour vous dire vraiment le danger dans lequel nous sommes. Et pour vous dire, oui, la ceftriaxone, effectivement. Et pour vous dire également la nécessité de bien interpréter les antibiogrammes. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions et vos contributions.